Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Aurore Thion, qui est cofondatrice de WeDid et qui était déjà venue nous parler des Learning Data dans l'épisode 15, et Alexandre Duhart, qui est cofondateur de Feedback et co-auteur du livre La boîte à outils de la gamification. Avec Aurore et Alexandre, nous allons échanger aujourd'hui sur le sujet de la gamification et de son intérêt pour favoriser l'engagement des apprenants. Bonjour Aurore, bonjour Alexandre et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Je suis ravie de vous recevoir tous les deux pour ce nouvel épisode. Donc c'est une grande première pour moi parce que c'est la première fois que je fais un épisode où nous sommes trois. Donc ensemble, nous allons donc parler de gamification et voir pourquoi il est intéressant de gamifier son parcours de formation. Mais donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien? Allez, je prends la main. Donc moi, Aurore Thion, je suis cofondatrice de WeDid avec Anne-Sophie Jiménez et nous travaillons sur tout ce qui est apprentissage avec une spécialité sur la réalité virtuelle et les data analytics. Donc je te laisse la main, Alexandre. Ça marche, merci. Donc Alexandre Duhart, je suis cofondateur de Feedback et co-auteur d'un livre qui s'appelle La boîte à outils de la gamification. Notre job chez Feedback, c'est à la fois d'accompagner nos clients pour mettre en place des stratégies d'engagement grâce à la gamification sur leurs projets, et également de démocratiser la gamification, et donc participer justement à des sessions de discussion autour du sujet. Merci beaucoup. Et donc justement, qu'est-ce que la gamification ? Donc je pense que c'est important qu'on définisse, qu'on explique pour nos auditeurs ce qu'est la gamification. Aurore, peut-être, tu veux commencer ? Allez, je prends la main. Donc c'est vrai que pour moi et aussi il y a d'autres définitions, mais pour moi la gamification, ça se résume au fait que ce ne soit pas un jeu et c'est vraiment un levier d'apprentissage. Donc ça permet de déclencher des émotions, des expériences positives et donc de traduire ça par un meilleur engagement et presque une fidélisation en quelque sorte de l'apprentissage, du fait que l'apprenant revienne. Après, je pense qu'Alexandre, tu peux compléter aussi avec ton expertise. Alors effectivement, il y a pas mal de définitions différentes de la gamification et dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on est d'accord. Nous, on parle beaucoup de méthodes en fait pour générer de l'engagement en visant des objectifs spécifiques et en s'inspirant de mécanismes ludiques. L'idée, effectivement, c'est que la gamification va être là pour générer de l'engagement sur différents sujets, pas nécessairement effectivement en créant un jeu. Et donc, c'est particulièrement utile dans la pédagogie, effectivement. Et justement, pourquoi est-ce qu'il est utile d'utiliser la gamification dans les parcours de formation ? En quoi ça va favoriser l'engagement des apprenants ? Eh ben, en général, on se rend compte que sur des parcours de formation, on a une baisse de l'attention, on arrive à avoir des personnes qui sont de plus en plus démotivées, en fait, plus le parcours de formation avance, notamment dans le cas des MOOC, où on a simplement, des sortes de conférences vidéo qui sont disponibles, j'ai envie de dire, à la demande. Et donc, finalement, c'est des choses qui sont pas très motivantes et la gamification va essayer de jouer sur différents leviers de motivation pour parler à ce qui va motiver les différents apprenants pour les aider du coup à aller au bout du parcours. Donc c'est particulièrement important parce que finalement, si on n'est pas motivé, on n'apprend pas et c'est un peu dommage. Exactement. Aurore, tu veux compléter cette partie-là ? Non, moi je rejoins ce que dit Alexandre. D'accord. Et donc j'imagine que tout le monde n'a pas la même attitude face au jeu. Donc est-ce qu'il existe des profils différents de joueurs ? Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un va être plus enclin à jouer ou pas ? Aurore, je crois que tu avais défini des profils.
Oui, alors ça vient pas de moi, c'est la typologie de Bartle. Donc ça, c'est issu du jeu vidéo, hein, et ça permet ça permet de connaître, ce qui va animer ou motiver un apprenant en se basant sur cette typologie-là. Donc il y a 4 grandes familles. Après, il y en a d'autres qui vont définir d'autres profils, mais il y a les killers, les achievers, explorers, socializers, et chacun va avoir des petites mécaniques qui font que ils vont préférer, par exemple, de travailler en équipe. D'autres, ils vont plutôt apprendre étape par étape. Voilà, donc il y a ces différents profils qu'il faut connaître pour derrière adapter l'univers ou ces formations et les gamifier par ce biais-là, entre guillemets. Après, c'est pas quelque chose qui est assez important, c'est qu'on n'est pas que killer, par exemple. Donc, killer, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le challenge, qui veut avoir un classement et dans le duel. En fait, on va être un petit peu de chaque, mais avoir une dominance sur l'un d'entre eux. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je l'utilise, en tout cas. Et ça permet d'avoir, du coup, différentes typologie après dans les apprentissages, comme d'avoir des objectifs, la notion de badge que souvent les gens connaissent et associent très rapidement à la gamification, mais il y a aussi la notion d'échange, il y a la notion de points, de découverte également, donc d'avoir de la nouveauté. Enfin, moi personnellement, je suis explorer, donc moi j'aime bien apprendre par moi-même et plutôt butiner dans les contenus, et je suis pas j'ai pas besoin d'aller au fond des choses, mais j'aime bien avoir une vue assez globale, et voilà. Et si j'ai envie de creuser un sujet, je vais y aller. Mais je suis plutôt dans cette typologie-là. Donc après, l'idée est de pouvoir, dans chacun des contenus qu'on réalise, savoir comment doser ces éléments-là pour rendre la formation attrayante pour tout le monde. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de pas écarter une certaine typologie de personnes et de contenter tout le monde, si je peux dire. Et est-ce que tu peux juste nous dire rapidement les caractéristiques des 4 typologies? Tu as dit que l'explorer donc aime bien butiner, que le killer donc aime bien gagner, c'est ça? C'est ça. Et donc les 2 autres? Achiever, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans, entre guillemets, la collection. Il va bien aimer tout ce qui est badge, la notion de progression. Voilà, derrière tout ça, il va avoir cette espèce de notion de fierté. Et il a envie de tout finir pour le coup. Et le socializer, lui, c'est quelqu'un qui aime bien coopérer, aider, plutôt travailler en groupe d'ailleurs. Donc voilà, c'est collaborer, échanger. Donc il aime bien partager ce qu'il fait. Et la notion de forum est intéressante pour lui, par exemple. Après, je pense que Alexandre, toi, je sais pas si tu as d'autres typologies. Je sais qu'il y en a qui mettent les hackers, etc. Moi, je reste sur les 4 grands classiques, mais tu as peut-être une approche différente ou qui va compléter ce que je viens de dire. En fait, comme tu le disais, il y a plusieurs façons d'adresser cette problématique-là, qui est de comment je fais pour comprendre le public auquel je m'adresse, que ce soit un joueur ou un utilisateur, et comment du coup je fais pour mettre les bons mécanismes de jeu en face du coup de ce public-là. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, si on est très intéressé par le fait de gagner la compétition, etc., et que par exemple il n'y a pas de classement dans le parcours de formation, on va peut-être être un peu déçu. Et inversement, si on n'est pas attiré par ce genre de mécanisme, le fait qu'il y en ait, ça peut soit nous détourner un petit peu du parcours, soit juste nous laisser de marbre. Donc le fait de bien connaître le profil de joueur, c'est quelque chose d'assez important. Donc moi personnellement, je n'utilise pas directement le test de Bartle, mais j'en parle souvent parce que je trouve que c'est une bonne façon de se représenter un petit peu finalement ce fait-là, que les personnes vont avoir des attentes et des goûts différents. Et du coup, il est justement possible de faire le test de Bartle si vous avez envie de connaître votre profil de joueur. Je pense que Anne-Marie du coup le mettra dans la description du coup du podcast. Il existe du coup pas mal de choses. Il y a effectivement la typologie EXAD qui va rajouter le profil notamment un peu hacker, innovation, etc. Il y a d'autres variantes. Nous, pour l'instant, on n'a pas vraiment de typologie spécifique. On va plutôt utiliser des leviers d'engagement et on va essayer de comprendre du coup quels sont les leviers qui sont les plus efficaces pour un public donné ou pour plusieurs publics. Et c'est ça en fait qui va nous aider à comprendre quel mécanisme du coup de gamification utiliser. Et donc justement, quels sont ces leviers que l'on peut utiliser? Est-ce que tu peux nous les détailler? Alors, ça peut être un peu long de détailler les différents leviers parce que
on en a 9, mais parmi ceux que je vois le plus souvent utilisés dans la gamification, il y a notamment effectivement le volet social, hein, l'influence sociale qui va intéresser essentiellement du coup les personnes qui ont envie de collaborer avec d'autres personnes, qui ont envie aussi de partager leurs connaissances. Le fait de rendre un petit peu acteurs les personnes, c'est une bonne façon en général d'ancrer un peu l'apprentissage en leur donnant l'occasion du coup de partager ce qu'ils ont appris, justement de personnes qui ont peut-être pas exploré la même chose. Il y a le levier compétences et maîtrise qui est assez important aussi. Alors comme ça, on pense un peu au volet badge ou certificat qui sont obtenus notamment en fin de formation généralement, mais il y a pas mal de façons de jouer avec ce levier, notamment si vous êtes intéressé par l'apprentissage, ça peut être intéressant de regarder ce que fait Duolingo sur ce nouvel-là, avec leur variété un peu de micro-challenge, le fait d'avoir des séries de victoires, ce genre de choses. Dans les leviers qui sont assez intéressants aussi, il va y avoir le levier de l'immersion. On va plutôt jouer sur le fait de raconter une histoire, peut-être jouer un rôle, expérimenter un petit peu de cette façon-là. Et après, il y a donc encore six leviers à explorer, mais le plus simple peut-être, c'est de regarder directement du coup les gamificards, qui sont un jeu de cartes que j'ai créé pour aider les personnes intéressées par la gamification à intégrer des idées de gamification dans leur projet. Et à ce moment-là, le plus simple, c'est de mettre à disposition ça pour que les personnes puissent expérimenter directement sur leur projet. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça les auditeurs pourront aller télécharger le PDF. Ouais, super. Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à Duolingo, parce que c'est vrai que c'est une app qui est pas mal utilisée pour apprendre les langues. Perso, je l'ai utilisée et j'adhère pas du tout. Et je pense que justement, ils sont très focus sur une seule typologie d'apprenants qui me correspond pas. Ils sont énormément sur la notion de badge et de classement. Et du coup, ils touchent pas vraiment les autres profils. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est mon retour en l'ayant testé. Je serais ravie d'ailleurs que d'autres personnes puissent commenter après pour avoir leur aperçu, parce que c'est vrai qu'elle est très connue comme application. Donc voilà, je sais pas si t'en connais d'autres du coup, ou toi, ce que t'en penses pour l'avoir utilisé. Il y a effectivement pas mal d'applications qui existent sur le sujet de l'apprentissage des langues, et Duolingo est un exemple assez intéressant parce que c'est très gamifié. À la fois, il y a pas mal de choses qui sont faites, et à la fois c'est assez visible, et du coup c'est assez intéressant pour des personnes qui sont novices en gamification, parce que l'application est gratuite aussi, donc ça permet de tester assez facilement. Et effectivement, je connais des personnes qui sont vraiment à fond sur Duolingo, et plein d'autres qui ont testé et qui ont pas accroché, et je pense qu'effectivement c'est lié au fait que les éléments les plus présents sur l'application, c'est vraiment tout ce qui va être le fait d'avoir des micro-challenges, de faire des feedbacks réguliers, etc. Et par exemple sur le volet exploration, c'est beaucoup plus réduit parce que la progression est quand même assez linéaire. Après, il existe d'autres applications, mais j'ai pas vraiment de coup de cœur ou en particulier en tout cas. Non mais voilà, c'était un exemple. Alors qu'inversement, il y a un jeu qui est pas du tout sur l'anglais, et c'est vieux maintenant, hein, mais je jouais sur DS à Dr Kawashima, et qui pourtant est presque basé sur le même principe, mais je trouvais qu'il y avait cette notion de ok, j'ai un objectif à atteindre quand même qui est précis. C'était mon objectif à moi, c'était d'avoir 20 ans. Mon cerveau, il est 20 ans. Et il y a un test de positionnement au départ qui nous disait qu'on avait 40 ans. Et enfin pour moi, hein, en l'occurrence, et mon objectif, c'était d'atteindre 20 ans. Donc ça a marché. J'ai atteint les 20 ans. Ça m'a pris une semaine. Et puis je l'ai mis au placard en fait. Donc après, il y a eu le problème de je reviens pas. Et Duolingo, ça me fait pas tout à fait le même effet, mais voilà, je vais le faire 2-3 fois. Et en fait, je trouve déjà après c'est mon avis perso, je trouvais qu'il spammait beaucoup aux relances, et c'est pas une mécanique qui fonctionne bien avec moi. Mais voilà, donc il y a les effets pervers aussi, je trouve parfois de cette mécanique qui est utilisée dans les... Voilà, c'était vraiment un jeu vidéo, mais avec une notion un petit peu d'apprentissage, Dr Kawashima, sur les réflexes, on va dire, et la logique. Mais voilà, c'était une petite expérience personnelle. Je sais pas si toi, Anne-Marie ou Alexandre, vous en avez, mais... Si, moi j'ai joué au docteur alors je me rappelle plus le nom, Kawashima, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, j'avais un cerveau assez âgé, donc quand j'avais fait les tests d'autopositionnement, et mon objectif était aussi de rajeunir mon cerveau. Et comme toi, une fois que j'ai atteint l'objectif, une fois que mon cerveau était jeune, et j'ai laissé tomber, quoi. Je suis plus revenue. Mais j'adorais parce que c'était vraiment avec beaucoup de logique, et moi j'adore la logique, donc. C'est assez souvent ça. Souvent, on est plus motivé par le fait d'atteindre l'objectif que par l'activité, des fois en elle-même.
même si les deux jouent, hein, forcément. Et du coup, quand on atteint l'objectif, la motivation disparaît un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de jeux mobiles essaient d'intégrer plein d'indicateurs, plein d'éléments en fait, qui sont là pour faire en sorte que l'expérience ne soit jamais finie et qu'il y ait toujours quelque chose, un nouvel objectif à accomplir. Oui, qu'il y ait toujours un objectif à atteindre, quoi. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, voilà, on fait quoi après? C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, d'après vous, est-ce que la gamification va s'adresser à tout le monde, quel que soit l'âge? Oui, moi je suis convaincue. Je pense que en plus on s'en rend pas forcément compte, mais elle est présente un petit peu partout. Tout le monde a déjà utilisé la carte de fidélité, par exemple. Donc soit pour un centre commercial, que quand les personnes vont prendre un verre dans un bar avec au bout de 10 verres consommés, ou en général c'est plus des bières, mais voilà, il y a un tampon et puis l'autre verre est gratuit, carte fidélité chez le coiffeur, etc. Donc ça c'est issu du marketing et c'est un principe de gamification donc qui est utilisé énormément pour le côté un petit peu commercial. Mais après, il y en a d'autres d'usage. Voilà, c'est un qui me vient en tête que tout le monde aujourd'hui connaît. Mais après, il y en a d'autres. On en voit parfois pour les pubs. Voilà. Ouais, la gamification est déjà effectivement pas mal autour de nous. Notamment, un exemple, je pense, qui va parler à tes auditeurs, ça va être la barre de progression de LinkedIn, qui est là pour onboarder les utilisateurs et les aider à atteindre un moment dans l'expérience où finalement LinkedIn a vraiment de la valeur, parce que si on s'arrête avant, potentiellement il se passe rien sur LinkedIn et donc on comprend pas trop l'intérêt d'y revenir régulièrement. Mais par rapport à la question de est-ce que ça s'adresse à tout le monde, un chiffre que j'aime bien donner aussi, enfin non plus exactement, c'est l'âge moyen des joueurs en France, des joueurs de jeux vidéo. Chaque année, du coup, il est recalculé avec différentes enquêtes, et en 2020, c'est 39 ans. Donc on est assez loin des clichés sur un adolescent qui jouerait beaucoup aux jeux vidéo et qui serait le seul public sensible à la gamification. Non, 39 ans, finalement c'est pas si jeune, c'est pas si vieux, mais ça représente pas mal de personnes, notamment des personnes qui ont du pouvoir d'achat, et donc c'est assez pertinent, je pense, pour les entreprises de se servir de la gamification, parce que c'est quelque chose qui parle déjà du coup à leur public. Ah oui, je pensais pas que l'âge moyen était de 39 ans, tu vois. Je pensais qu'il était plus jeune, comme quoi. Ouais, c'est pas mal. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'utilisation de la gamification pour illustrer un peu ce que l'on dit? Aurore, je crois que tu avais, j'avais vu lors d'un atelier que tu avais détourné un bingo. Oui, c'était pour animer du coup une session à distance de formation, donc en utilisant un outil alors pas streaming vidéo, enfin si c'est du streaming vidéo, mais type Zoom ou Google Meet, etc. Et en fait, l'idée était de rendre le contenu entre guillemets interactif et surtout de faire en sorte que les apprenants restent motivés, concentrés, et un petit jeu, un petit challenge. Donc j'avais préparé une grille avec des mots. C'était les mots qui étaient importants à retenir. Donc j'avais fourni la grille. Et derrière, eux, ils allaient du coup porter un peu plus attention à ce que je disais pour cocher les mots dans la grille. Et dès qu'ils avaient réussi, ils disaient bingo. Voilà, et donc ça fait un peu une émulation collective. Et surtout, à la fin, quand il y en a un qui dit bingo, alors des fois il y en avait plusieurs, c'était en plusieurs sessions, des fois il n'y en avait qu'un. Et il y a une espèce de challenge qui se met en place. Ah mais non, celui-là je l'ai pas entendu. Bah si, à tel endroit. Donc les personnes en fait notaient, entre guillemets, elles avaient mémorisé ou noté, je sais pas, mais où était le 10 mots, et souvent je faisais exprès de les répéter aussi plusieurs fois, parce que si on avait raté une première fois, c'était pas un mot qui était entre guillemets à un seul moment de la présentation, il venait au moins 2 fois. Voilà, pour 2 à 3 fois, pour qu'il y ait une espèce de répétition aussi, parce que c'est comme ça que ça favorise la mémorisation. Mais à la fin, je voulais qu'ils aient retenu ces mots-là. Et donc, finalement, ça a bien marché, ça a plutôt bien pris. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre pour un formateur, parce qu'il connaît sa trame de cours. Par contre, ça oblige à avoir une certaine rigueur dans son discours, du coup, en tant que formateur, et de se dire, OK, là, je l'ai bien dit à tel moment. Ok, donc il faut avoir une trame et se dire, voilà, dans ma trame, je vais dire tel mot, je vais le répéter 2-3 fois, et ainsi de suite. Comme ça, on est sûr de les avoir dit, parce qu'il faut pas non plus oublier de les avoir évoqués. Donc il faut quand même mettre des mots qui sont importants à retenir, à mémoriser, qu'on dit pas qu'une fois, quoi. Sauf si t'as envie de faire un petit piège, du coup, pour tes apprenants. Et... Ouais, j'ai pas été aussi vicieuse que ça.
J'aurais pu, hein, mais non. Non mais ouais, c'est effectivement, je pense, une idée assez intéressante à mettre en place. Et l'avantage, c'est que tout le monde connaît le bingo, donc il n'y a pas besoin de passer trop de temps à expliquer le fonctionnement ni rien aux apprenants. Donc C'est ça. c'est plutôt cool. Il y a un tout petit peu de préparation, mais ça va, c'est pas non plus trop compliqué, donc c'est sympa à faire. Après toi, je crois qu'Alexandre aussi, tu utilises Classcraft, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, j'utilise pas moi-même Classcraft, mais c'est un exemple effectivement que j'aime bien donner dans tout ce qui va être gamification pour les parcours de formation. En fait, Classcraft, c'est un outil qui est alors beaucoup utilisé aux États-Unis notamment. Je crois qu'il y a peut-être 60 ou 80% des écoles aux États-Unis qui s'en servent. Donc c'est un peu moins répandu dans d'autres pays, mais même s'il y a des francophones qui s'en servent aussi. L'idée de Classcraft, en fait, c'est que c'est une application qui est disponible pour à la fois donc les professeurs et les apprenants, donc par exemple en primaire, collège, lycée, ce genre d'âge finalement. L'idée de Classcraft, c'est que ça s'inspire de World of Warcraft, qui est un jeu de rôle en ligne qui est assez connu, et ça reprend donc certains de ces mécanismes pour les transposer du coup sur le fait finalement d'interagir avec d'autres personnes dans une salle de classe. Donc par exemple, les élèves vont pouvoir créer un avatar, un personnage qui le représente dans le jeu. Ils vont pouvoir créer des équipes, donc généralement ça va être des équipes de 5 personnes, et ils vont finalement avoir des interactions qui vont être gérées par Classcraft, qui sont liées à leurs activités scolaires. Donc par exemple, on va avoir des bonus, on va gagner des points, des récompenses diverses pour avoir fait ses devoirs, pour avoir participé en classe, peut-être pour être sage simplement en classe, ça dépend forcément un peu des niveaux et de ce que le professeur a envie de mettre en avant comme comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, son personnage va pouvoir évoluer, va pouvoir changer d'apparence, récupérer des compagnons animaux fantastiques, ce genre de choses. L'idée, c'est que ça va permettre à la fois donc aux élèves de savoir un peu plus facilement comment se comporter en classe et avoir des incentives par rapport à certains comportements, mais ça va aussi les aider à faire leurs activités, par exemple chez eux, les devoirs, etc., de façon assez autonome. Ce qui est intéressant, c'est que ça mixe énormément du coup de techniques de gamification, parce qu'on est sur des questions un peu d'apparence, gagner des récompenses, mais par exemple, il y a aussi le fait que quand on va, je sais pas, par exemple, arriver en retard dans un cours, généralement, en fait, plutôt que d'avoir une sorte de feedback négatif, une punition juste pour la personne qui est en retard, en fait, on va plus avoir ça en général au niveau du petit groupe du coup qu'on a créé, ce qui incite les gens à s'entraider en fait pour éviter ce genre de situation. Et on va avoir dans Classcraft directement aussi des choses qui vont permettre de contourner un petit peu, on va dire, les règles. Par exemple, des élèves peuvent choisir de gagner une nouvelle compétence pour leur personnage, qui va être de pouvoir mâcher le chewing-gum en classe, ou d'arriver en retard à un moment, ou peut-être de donner un coup de pouce à un pote qui, lui, est arrivé en retard, etc. En fait, on va pouvoir développer son personnage et lui donner des compétences qui vont avoir un vrai impact sur la vie de classe, en fait. Donc c'est assez marrant. Ouais, c'est plutôt chouette, ouais. Ouais, merci pour ces deux exemples. Et alors souvent, on voit des modules e-learning, de digital learning, et quelquefois on dit qu'ils sont gamifiés, mais en fin de compte, ce sont plus, on va dire, des activités interactives qui sont implémentées. Donc, quelle est d'après vous donc la différence entre gamification et activité interactive? Aurore, tu veux commencer? Je pense que, ouais, interactif, pour moi, c'est une notion de point and click, entre guillemets. C'est, je vais un peu cliquer sur un objet, glisser, déplacer. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est gamifié. La gamification, c'est vraiment la mécanique du jeu. Donc, on va aller sur un système de progression, par exemple, et c'est pas parce que j'ai un quiz finalement que derrière j'ai une progression. C'est un petit peu la différence que je vois. Je sais pas si t'as d'autres exemples, Alexandre. Je suis un peu prise de court là. En fait, pour moi, une différence assez importante entre la gamification et l'activité interactive, mais c'est là que ça dépend pas mal de comment on définit aussi la gamification, c'est que pour moi, la gamification, ça va être plus le volet conception, le fait de vouloir rendre engageant quelque chose, et l'activité interactive, c'est un résultat, quelque part, d'une façon de concevoir, que ce soit la gamification ou autre chose. Et du coup, c'est un petit peu là la différence, parce qu'effectivement, on peut très bien avoir par exemple un quiz qui est pas engageant, où il n'y a pas eu de réflexion pour le rendre engageant,
Et du coup, on va dire que c'est pas gamifié en général. Et on va pouvoir avoir des quiz qui sont assez engageants parce qu'il y a une réflexion derrière justement sur le volet gamification. Et on va parler de quiz gamifiés. Mais du coup, c'est pas exactement facile de déterminer s'il y a eu justement une logique de gamification sur un projet. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Si je reprends, pour faire une petite anecdote, l'exemple de LinkedIn, donc il y a une barre de progression. Pour quelqu'un qui fait de la gamification, c'est carrément de la gamification, il y a une barre de progression, des récompenses à gagner, etc. Mais j'étais sur un plateau pour faire des conférences inspirantes, et il y avait justement quelqu'un qui travaillait pour LinkedIn qui était présent, et donc vu que je parlais de cet exemple-là, je fais peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Donc la personne présente, j'ai plus son nom en tête, dit mais effectivement on a réfléchi pour rendre engageant LinkedIn, etc. Par contre, ce n'est pas du tout de la gamification, parce que nous on fait pas de jeu. C'est pas la gamification, nous ça nous intéresse pas. Parce que LinkedIn c'est sérieux, etc. Et en fait, du coup, le débat gamification, pas gamification, c'est pas très évident, parce que vu qu'on a finalement des définitions un peu différentes, c'est pas facile de trancher. Oui, chacun a sa définition. Oui, moi j'ai eu exactement ça. Il y a une conférence il y a pas longtemps où je résumais un petit peu ce qui avait été dit par les personnes sur scène. Je disais finalement, en fait, si je résume, vous utilisez la gamification et le flow. Et justement, ils m'ont fait exactement la même réponse que t'as apporté LinkedIn en disant non, nous on fait pas de gamification, on joue pas. J'ai jamais dit qu'on jouait en fait. Et inversement, j'ai vu une conférence, cette fois-ci c'était Ubisoft, qui disait l'inverse, qui disait nous on fait pas de gamification, on fait que des vrais jeux, alors qu'ils avaient travaillé sur comment rendre engageant le brossage de dents pour les enfants. Et effectivement, du coup, leur résultat ressemblait un peu à un jeu, mais en soi, il y avait une logique de comment je rends engageant une activité qui à la base l'est pas, ce qui est exactement le process du coup de la gamification. C'est vrai que cet exemple est effectivement pas mal sur le brossage de dents. J'ai une application avec ma brosse à dents qui est entre guillemets connectée, et pour les enfants il y a un mode justement de jeu qui marche très bien aussi avec les adultes, et mais du coup il y a un petit jeu pour effectivement bien passer sur toutes les zones de brossage. En fait ça capte l'inclinaison de la brosse à dents, donc ça arrive à dire où on s'est brossé les dents, et je pense que pour les enfants ça peut être attractif. Bon, j'ai pas testé avec des enfants, mais voilà, c'est assez marrant de voir aujourd'hui tout ce qui peut se faire pour rendre les activités, j'ai envie de dire, ça rend ludique certaines notions qui parfois sont pas très très fun, quoi. Oui. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, du coup, on va pouvoir, quand on a un peu un socle de connaissances sur la gamification, on va pouvoir l'intégrer finalement à plein de sujets différents et à plein de moments différents. On n'a pas forcément besoin de créer un jeu numérique ou quoi que ce soit. Ça peut être des fois des touches un peu plus simples qui vont juste améliorer l'expérience. Et c'est ça l'objectif. Ouais, moi, il faut que j'essaye de me faire une petite gamification pour aller faire mes courses. J'aime pas ça. Il faudrait que je trouve un moyen de rendre ça plus motivant. Je vais me mettre des challenges par rayon, je pense. Plus ludique. En tout cas, moi, je vais me renseigner sur ta brosse à dents connectée. Ça a l'air d'être rigolo. Eh bien, Aurore et Alexandre, on va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Donc, je vais rebondir sur ce qu'Aurore a évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire le flow. Donc, on évoque souvent le flow pour atteindre l'expérience optimale d'apprentissage. D'ailleurs, j'ai consacré un épisode à cette notion de flow, donc c'était l'épisode numéro 13. Et donc, est-ce que vous pensez qu'utiliser la gamification permet justement d'atteindre le flow ? Moi, je réponds oui quand c'est bien fait. Je suis plutôt d'accord. Je pense que déjà, c'est important de bien faire. Et oui, effectivement, je pense que ça va aider à atteindre le flow. Après, ça dépend un peu forcément de l'activité. Il y a certainement des activités qui sont plus dures à gamifier que d'autres pour atteindre le flow. Oui, puis pour atteindre ce degré d'immersion qui permet de se laisser porter quelque part par l'activité, quoi. C'est ça, et puis je pense que le flow, c'est sûrement ce qui est évoqué dans l'épisode sans vouloir spoiler, c'est quelque chose qu'on essaye d'atteindre à chaque fois qu'on fait un scénario pédagogique. En fait, on veut que les personnes se trouvent dans cette zone de flow, et la gamification peut être un des leviers pour l'atteindre. Voilà, c'est pas forcément la seule recette,
mais ça permet d'atteindre cette zone de flow. Oui, c'est un des ingrédients. Moi, je dirais que c'est l'un des ingrédients qui permet d'atteindre le flow, mais pas le seul. Exactement. Et bien sur cela nous fait une belle conclusion d'épisode. Merci beaucoup Aurore, merci beaucoup Alexandre. Donc je mettrai donc dans les notes de l'épisode donc vos contacts LinkedIn. Je mettrai également donc le site de We Did, le site donc d'Alexandre, le lien également pour faire le test de Bartle si nos auditeurs ont envie de s'amuser à savoir quel est leur profil. Le lien également du livre donc d'Alexandre, qui est très intéressant. Et puis les ressources que tu proposes, Alexandre, aussi sur ton site Feedback, dont les cartes dont tu parlais plus avant dans l'épisode. Tout à fait. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Donc, pour cette première, en fin de compte, avec 2 invités, c'était vraiment très, très sympa. J'espère que vous aussi. Bah oui, c'était chouette. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous deux, c'est vraiment très marrant effectivement à faire à 3. Et ben je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.